lorsque vous aurez terminé cette vidéo sur le prompt engineering de Gemini 3, vous allez être meilleur que Ludo pour faire les prompts. Aujourd'hui, Gemini 3, c'est certainement un des meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Un système multimodal qui est capable de comprendre la vidéo, l'image, le son, l'audio, comment utiliser cet outil de manière professionnelle. Vous le savez, je suis un des seuls qui est rentré dans un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle. Aucun prompt ne ressemble aux prompts donnés par les influenceurs, même les plus connus que vous suivez. Dans cette vidéo, vous allez être meilleur que 99% des gens qui utilisent l'IA en comprenant les conseils que je vais vous donner sur le prompt engineering. Le prompt parfait, c'est le sujet de cette vidéo. Lorsque vous êtes sur le playground de OpenAI, qui est complètement différent de celui de Gemini, vous avez, pour les versions 5 à 5.1, la possibilité de gérer les variables de raisonnement, de verbosity, de résumé et de type de format. Ce n'est pas le cas sur Gemini, on n'a pas la possibilité de changer les éléments outre le raisonnement. Donc ici, on peut passer sur 4 niveaux de raisonnement. Ici, on a soit high, soit low. Et ces paramètres-là sont définitifs quand vous les avez configurés sur l'interface. C'est pas la même chose que de lui dire « tu utilises un raisonnement élevé », ce sont de la génération de mots. Vous influencez sur la probabilité des tokens. Ce n'est pas un paramétrage interne de l'interface API. Ce sont donc deux choses différentes. Et ce qui est vrai pour le système OpenAI n'est pas vrai pour le système Google. Parce que les possibilités de configuration de l'API ne sont pas les mêmes. Il ne faut donc pas confondre ce qui est possible chez OpenAI et ce qui est faisable chez Google. On va donc débunker dans cette vidéo les méthodes de prompt des spécialistes que vous connaissez, ceux qui sont mis en avant en tout cas par les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont les bonnes pratiques? Est-ce que ça ressemble vraiment à ce qui est conseillé par les professionnels tels que DeepMind ou OpenAI? Je vais vous montrer la documentation officielle et on va comparer ça pour comprendre le vrai du faux. Gemini 3, c'est un modèle de raisonnement. Donc, on va pouvoir influencer son raisonnement avec un nouveau paramètre qui s'appelle le thinking level. Alors, est-ce que vous est dit quelque chose de vrai ou quelque chose de faux par des spécialistes qui sont certifiés par Google, Meta, Microsoft? On va encore débunker cette information. Le fait de montrer que les plus grands influenceurs ne vous disent pas vraiment la vérité en utilisant l'intelligence artificielle, mais font avant tout du marketing, c'est quelque chose qui gêne. Et en conséquence, le contenu que je propose est régulièrement attaqué. On attaque la chaîne et les algorithmes. Pour cela, si vous voulez soutenir le contenu et voir autre chose que du prompt magique, je vous invite à booster la vidéo, liker, commenter, ce qui permettra de soutenir davantage la visibilité et de partager sur vos réseaux sociaux ce type de contenu. Gemini 3, c'est un modèle multimodal. C'est-à-dire qu'il a la capacité de comprendre, ou plutôt de se représenter, l'ensemble des connaissances humaines. Ça permet au modèle de saisir ce que veut dire des éléments de son, d'image, de vidéo, de texte, et également ce qu'on appelle les graphes. Aujourd'hui, on a donc deux modèles très différents de Gemini 3. Vous n'en connaissez qu'un, en fait il y en a deux. On va donc comprendre comment ce modèle fonctionne, la meilleure manière d'interagir et comment tirer le maximum parti de ce système. Aujourd'hui, on atteint une sorte d'apogée, c'est-à-dire on est quasiment au maximum de ce qu'on arrive à faire entre domaines d'entraînement et de capacité. Et on est à la croisée des chemins avec ce qu'on appelle des systèmes agentiques. Les systèmes agentiques, ce sont des modèles qui sont capables de prendre des actions et des décisions. Mais pour cela, il faut les paramétrer. Et Google, avec Gemini 3, nous donne des indications très précieuses. Vous avez un module d'initiation, découvrir les bases de l'IA, que vous avez en description, qui vous permettra d'avoir des supports des vidéos que vous avez sur les vidéos sur YouTube. Ça vous permettra de poser des bases en description, de découvrir les bases de l'IA. En cliquant là-dessus, vous allez accéder à des supports sur les vidéos. Il n'y a pas seulement des supports de vidéos, il y a également les meilleures astuces où j'arrive à trouver les contenus pour pouvoir bénéficier en priorité à des plans à moins 50 ou moins 80% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels sur vos outils IA, que ce soit de la génération de vidéos comme VO3, VO3.1, ChatGPT, Gemini, Anthropic ou tout autre modèle d'IA. Et on a même HBO et Netflix. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les vidéos et les prompts qui sont utilisés par les influenceurs, chaque fois ils nous disent il faut mettre un rôle, il faut mettre un contexte, il faut mettre des few shots, il faut mettre des exemples. Mais quand on lit en fait les prompts qu'ils nous ont donnés depuis environ 3 ans, en fait c'est toujours la même chose. Tu es un expert, tu sais tout faire, tu as toutes les compétences, tu sais faire toutes les tâches, tu sais résoudre tous les problèmes. Est-ce que tout ça, ça vous semble pas un petit peu louche? Est-ce que le simple fait de dire à une IA tu sais tout faire, ça fait que l'IA elle sait tout faire? Est-ce que si vous dites à quelqu'un tu résous tous mes problèmes, j'ai plus de problèmes, ça fait pas un petit peu le prompt magique
des marabouts. Celle qui fait croire que si vous lui dites que c'est un manager qui connaît toutes les techniques, c'est un manager qui connaît toutes les techniques. Et pourquoi ça serait vrai ? Je vous pose cette question parce qu'on a un peu inconsciemment tous accepté que si on dit ça, c'est vrai. On va commencer à réfléchir à tout ça. Et parce qu'en fait, il y a une conséquence. Si vous vous trompez dans votre gestion de projet, si en tant que DRH, pour évaluer les sujets d'un CV et choisir vos candidats, vous utilisez ce prompt. Tu es un expert en recrutement, tu sais tout faire, tu as toutes les techniques, tu as toutes les idées, tu sais comment faire. Tu vas résumer, noter et choisir à ma place. Est-ce que vous n'êtes pas en train de risquer de faire des graves erreurs en utilisant ces méthodes de prompting? Déjà, sur le plan légal, si un salarié vous demande comment son CV a été analysé, vous seriez peut-être obligé de lui dire sur quels critères. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, avec ce prompt, de me dire sur quels critères le modèle a évalué un CV? Et si vous reprenez le même prompt dans 24 heures, dans une demi-heure, est-ce que vous êtes certain que les critères vont être les mêmes? C'est tout le sujet qu'on va aborder dans la génération d'IA. Alors vous l'avez bien compris, aller toucher à ce type de contenu sur des influenceurs qui sont vachement connus, ça les gêne. Parce qu'on va toucher immédiatement la limite et l'absurdité du prompt engineering tel qu'il est proposé sur les réseaux sociaux. Du prompt magique. Les conceptions d'invite des systèmes, c'est ce qui est donc donné dans la documentation officielle, que vous avez le lien dans l'interface que je vous ai donnée pour pouvoir l'étudier à votre rythme. Ce qui va être important de comprendre, c'est que quand vous commencez à regarder, vous avez pas du tout des phrases de « tu es un expert incroyable, international, tu as résolu tous les cas du monde, tu as 15 ans d'expérience, tu sais tout faire ». On n'a pas du tout de Jarvis, pas du tout de AGI, on n'a pas du tout, comme Vision AI a tendance à le dire, on est en présence des prémices de l'AGI. Non, absolument pas. On est dans un système où vous posez une question et le modèle vous répond. Comment ça fonctionne cette magie? Le modèle a été entraîné sur des milliards de documents, à classer les documents. Donc quand vous lui posez une question, le modèle va identifier des mots. Ces mots, c'est ce qu'il va considérer comme les mots les plus importants. Et en fonction de ça, il va rechercher dans sa base de connaissances et vous dire, si tu cherches des fleurs séchées, c'est celle-ci qu'on utilise habituellement. C'est donc ce qu'on appelle une distribution de probabilité. D'ailleurs, tout en bas du document, vous avez la réponse de Gemini, Google, qui vous dit « Les réponses des modèles génératifs sont aléatoires et déterministes. Ils sont déterministes parce que chaque fois que vous utilisez des mots, c'est une probabilité de distribution de jetons. » Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que vous allez poser les mêmes mots, vous allez générer les mêmes jetons de probabilité. Les possibilités ne sont pas infinies. Elles sont définies par les données d'entraînement du modèle, qui définit une valeur de probabilité. 77%, 12%, 3%. Et ensuite, ils sont aléatoires en fonction des interactions, des paramètres de top P, de top K, de température, qui vont faire varier le choix de probabilité des mots. Et là, on rentre dans le risque d'hallucination, de désalignement et le facteur aléatoire. Oui, l'IA, c'est un modèle de distribution de probabilité. C'est pas tout d'entendre des vidéos qui vous disent l'IA hallucine ou l'IA c'est une probabilité. Si c'est une probabilité, c'est qu'il faut savoir gérer le modèle statistique mathématique des vecteurs. C'est là que se concentre la vraie puissance du prompt ingénieur. Et c'est pas parce que vous êtes capable de faire un copier-coller de prompt qu'on va aujourd'hui vous payer. Ceux qui vont avoir des vrais salaires, c'est ceux qui sont capables de comprendre l'interaction et comment on agit en tant que prompt ingénieur sur le fonctionnement et le raisonnement d'une IA grâce au prompt engineering. Les modèles sont donc capables de retrouver de l'information, de exécuter des objectifs et de faire de la classification par analogie. Ils sont capables de définir si un éléphant c'est grand ou petit ou si une souris c'est grand ou petit. Ce système-là, c'est donc de la requête simple. Cette requête simple, le modèle est capable de la traiter. Ce qui va améliorer le modèle, c'est de commencer à séparer les blocs. Si vous lui dites « voici ma demande, c'est mon objectif, voici mon texte », ça commence à améliorer le modèle. Parce que le modèle va pouvoir découper correctement où se constitue votre prompt et ça améliore ce qu'on appelle la distribution des blocs d'attention. Les blocs d'attention, c'est le Generative Pre-trained Transformer, c'est comme ça que le modèle va améliorer la compréhension des mots au regard des autres mots. Par contre, si vous commencez à lui dire qu'il a une approche moderne, qu'il a telle compétence, telle information, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Ce qu'il faut comprendre avec l'IA, c'est que quand on commence à étudier la manière dont les prompts sont structurés à l'intérieur de la documentation officielle, on se rend compte qu'on n'a jamais ce type de formatage. C'est exactement ce que je vous dis depuis 1 an. Le fait de vous dire qu'on n'a pas besoin de leur dire qu'ils ont toutes les compétences, toutes les connaissances, que les mots qu'on choisit sont hyper importants parce que c'est de la distribution de probabilité, fait que si vous commencez à mettre des mots qui ne sont pas pertinents, des mots qui sont superflus, de leur dire qu'ils ont
toutes les compétences possibles, vous risquez au contraire de créer de l'hallucination. Parce qu'une IA n'a aucune compétence. Aucune compétence. L'IA se représente les données qu'elle a apprises sous forme de vecteurs. Imaginez en fait, au début, une bataille navale, XY. Vous avez des coordonnées avec des connaissances, ce sont les bateaux, et ces points-là, vous allez les atteindre en utilisant les bons mots. Si vous n'utilisez pas les bons mots, vous n'allez pas atteindre les bateaux. Et donc, vous allez avoir des réponses qui ne sont pas bonnes. Une autre façon de voir les choses, c'est comme une table d'échecs. Si vous voulez gagner, il va falloir passer vos pions au bon endroit pour atteindre la bonne information. Ce qui est différent avec les IA, c'est que c'est pas un système en 2 dimensions, c'est un système en 8000, 3000 dimensions, en fonction du niveau de complexité du modèle. Et ça, c'est une représentation en fait de l'architecture de connaissances. Ce sont des points qui sont reliés entre eux. Ce sont ce qu'on appelle des vecteurs. Ce sont des coordonnées mathématiques multidimensionnelles qui permettent de relier la connaissance entre elles. Tout va bien tant que vous lui demandez quelque chose que le modèle connaît, sur lequel il était entraîné. Mais dès que vous êtes sur le domaine médical, de la recherche, de l'analyse, de votre entreprise, le modèle ne sait pas ce que vous êtes en train de travailler et ne connaît pas votre manière de travailler. Donc, le simple fait de dire à une IA, moi je suis DRH, tu vas travailler comme une DRH, le modèle ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc, vous entamez votre responsabilité en utilisant ce type de manière de raisonnement. Ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux parce que l'IA, ce n'est pas une DRH. L'IA n'utilise pas un process établi en système SOP par votre entreprise pour définir les critères de acceptation d'un CV ou un refus. Admettons que demain, vous fassiez une analyse d'investissement. C'est la même chose. Si vous lui dites, tu es un expert en investissement, conseille-moi parce que tu maîtrises toutes les techniques d'investissement sur les cryptos et les bitcoins. Donne-moi les meilleures méthodes pour avoir une approche moderne, pour gagner sur les meilleures actions et les meilleures stratégies. Est-ce que vous feriez de cette manière, à l'identique de cette conception de prompt, confiance à une IA qui vous dirait « vends 50 000 € ou achète 50 000 € de Bitcoin parce que je te le dis ». Vous comprenez que là, vous commencez à comprendre les enjeux et les dangers du prompt engineering. Quand il y a des enjeux, on commence à y réfléchir. Ça nous amène à une chose, c'est l'exemple. Souvent, on entend dire il faut mettre des exemples. Alors, Gemini nous dit une chose très utile. Ne mettez pas trop d'exemples. Il ne nous donne pas un nombre défini. Mais moi, je vous dirais 3 exemples, 4, c'est bien. Au-delà, c'est trop. Ça risque de donner un surapprentissage qui biaise le contenu. S'il faut donner une structure, il faut le donner en modèle anti-modèle. Ce système d'équilibre va vous permettre de mieux faire comprendre ce que vous voulez à l'IA. Et ce cadre-là est uniquement important quand vous commencez à réellement travailler avec des données. Là où vous avez besoin de précision, d'adaptabilité, d'efficacité, d'évolutivité. Dès qu'on sort en fait des données d'entraînement du modèle, c'est-à-dire dans le monde réel, l'IA n'est jamais rentrée dans votre boîte, l'IA n'est jamais rentrée dans votre entreprise, elle ne sait pas ce que vous faites, elle a juste été entraînée sur des milliards de documents qui sont essentiellement aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est augmenter sa précision et son adaptabilité. Il y a plusieurs stratégies, mais en tout cas, vous avez déjà compris le principe. Et le few shot en fait partie. Il y a un sujet qu'on met souvent sur la table, c'est le contexte. Alors, Yomi a fait des vidéos sur le contexte qui sont complètement foireuses. Plein de gens se trompent entre le contexte et envoyer des PDF les uns derrière les autres. Ça n'a rien à voir. Le contexte, c'est les éléments de pertinence. Alors, ne m'en voulez pas, mais les meilleures astuces, je les garde dans les formations. C'est là que je vous livre le maximum de valeur. Ici, je vous fais comprendre les bases du fonctionnement des IA et ce qu'il ne faut plus faire, ce qui changera d'ailleurs de 99% des prompts. Comme vous voyez ici, quand on vous donne une information, on vous dit tu fais un copier-coller. Ce n'est pas la meilleure méthode de travailler. En tout cas, surtout pas sur Gemini. Le système Gemini, pour la gestion des contextes, va améliorer son mode de fonctionnement sur les structures soit XML, soit Markdown. Alors, pourquoi ? Parce que ça va permettre au modèle de mieux comprendre la séparation des éléments et ensuite, il faut changer de position de contexte. Le contexte, il faut le mettre au démarrage de la discussion. La structure du prompt parfait simple chez Gemini 3, c'est la structure du contexte, l'objectif, les contraintes, les éventuels exemples et les formats de sortie éventuels. Bien sûr, ne mettez que des éléments qui sont dits pertinents. Il y a 2 formatages qui sont conseillés. Il y a l'XML, mais il y a également le Markdown. Dans le Markdown, aucun intérêt de mettre des emojis, mais c'est 2 manières de proposer l'information au modèle, que OpenAI, Anthropic et ChatGPT sont tous à même de bien comprendre et d'optimiser. Déjà, ce type de pratique va très grandement améliorer votre travail. Alors, vous l'avez compris, ce qui est important dans ces structures, c'est d'être capable en fait de déléguer des objectifs assez complexes au modèle. Et pour ce faire,
il faut commencer à travailler sur les chaînes de raisonnement. Les chaînes de raisonnement, c'est pas magique, mais en tout cas, ça permet au modèle aujourd'hui de définir l'étape de raisonnement, l'étape suivante et l'étape suivante, et de relier chacune de ces étapes avec une conclusion. Quel est l'objectif que vous voulez faire à travers chacune de ces étapes? Amener le modèle à comprendre comment il doit utiliser les étapes intermédiaires pour livrer un résultat. C'est aujourd'hui ça la puissance de systèmes de type agentique. Ils ont une capacité de raisonnement en décomposition logique et en diagnostic de problèmes. Mais pour ce faire, il faut aller encore un cran au-dessus. On a vu une structure de base en XML et en Markdown où on a l'identité, les contraintes et l'output format, et on a un exemple un petit peu plus évolué. Et donc ici, on a les étapes de raisonnement. Cette structure-là de prompt, je dirais que c'est même le prompt parfait pour 99% des situations. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on n'a pas du tout de superlatif. On n'a pas « tu es un expert en toutes les compétences », et en fait, à quoi ça sert de dire tu es un expert? Ça permet en fait de définir les domaines des bases de connaissances et de définir au modèle où faut-il aller rechercher cette information. Quand vous dites à un modèle tu es un médecin, tu es un avocat, ça implique en fait beaucoup de cascades de conséquences. Comment il doit parler, comment il doit raisonner, quel type de mots et quelle fréquence de probabilité il va utiliser ces mots. En fait, le but de donner un rôle, c'est un petit peu de donner tous ces éléments. Mais vous pouvez obtenir le même résultat en définissant ce que vous voulez. Ça peut être du jargon médical avec un objectif défini, avec une manière de s'exprimer bien particulière. Donc, vous pouvez sortir du cadre en définissant simplement des mots. Ce sont des mots qui vont impliquer des statistiques de choix de mots différents. Et ça, c'est la puissance du prompt engineering qui laisse une très grande créativité grâce aux mots. Le point qui est intéressant, c'est la partie des instructions. Ce qu'il faut comprendre que le simple fait de dire « tu es capable de raisonner », ce n'est pas suffisant à faire raisonner un modèle. Ça va tant que le modèle a été entraîné. Exemple, on va prendre un tutoriel. Peux-tu me faire un tutoriel pour un enfant de 5 ans pour apprendre à se lasser les cheveux? Je lui ai donné quelque chose qui ne veut rien dire, mais le modèle va me générer quand même une réponse. Et ça, c'est un point capital. Le modèle n'a jamais lassé des cheveux, mais il va me donner une réponse parce qu'ils sont entraînés pour aligner toujours le plus possible la demande de l'homme, si elle n'est pas interdite, à celle de la machine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle n'a jamais fait ça. Il va essayer d'associer les mots sur des bases. Et ça, c'est un problème catastrophique. Si vous lui demandez quelque chose qui n'est pas possible, le modèle n'est pas en mesure de vous dire « ce n'est pas possible », sauf si vous lui en demandez la permission. Cette fonction a été modélisée par OpenAI et c'est la fonction IDK qui est présente chez ChatGPT 5, ChatGPT 5.1 et chez Gemini 3. Pour ce faire, il faut commencer à rentrer dans le système de raisonnement agent pour éviter ce type d'absurdité. Comme je le disais au début, Gemini 3 c'est un modèle de raisonnement. Donc on va pouvoir influencer son raisonnement avec un nouveau paramètre qui s'appelle le Thinking Level. Alors, on regarde bien, il y a marqué Thinking Level avec un underscore égale low. C'est rigolo, il n'y a pas de guillemets à la fin de la section low. Donc, d'où sort ce type de formatage ? En fait, il sort de nulle part. Il n'est absolument pas présent dans la documentation officielle. Et vous l'avez compris, les influenceurs vont encore écrire un courrier, ils vont encore me menacer, parce que j'analyse leur contenu et je démontre encore une fois qu'on est sur du pur marketing. On vous fait croire qu'en écrivant des phrases qui semblent des formes de code, on va développer des fonctions incroyables de l'IA. C'est pas du tout le cas. Je vais vous expliquer. Voici pourquoi. Lorsque vous demandez la question « Y a-t-il des fonctions telles que Reasoning Effort, Verbosity et Summary dans une interface chat ?» Gemini 3 vous répond. Une interface chat, c'est une black box, c'est-à-dire qu'on a une expérience simplifiée de l'utilisateur, il n'a pas la main sur ses paramètres. Il n'y a pas de bouton, différemment de ce qu'on a ici, la possibilité de les basculer en rapide ou en raisonnement avancé. C'est la même chose dans l'interface qu'on a vue tout à l'heure, low and high. Qu'est-ce qui se passe alors quand on va commencer à taper une phrase telle que Reasoning Effort avec un terme? C'est rien d'autre que de la Gen AI. C'est que le modèle va comprendre qu'il doit simuler des contrôles en écrivant « augmente ton système de raisonnement ». Donc on ne paramètre pas tout le modèle et toute la conversation. On paramètre la réponse qui vient juste après en utilisant le paramètre en cours. Ce n'est pas la même chose que de paramétrer de manière définitive l'interface du modèle dans une interface Playground. Deux choses différentes.
Ensuite, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser un formatage tel qu'il vous est montré pour ce type de variable. Le simple fait de dire « réfléchis par étapes en augmentant ton effort de raisonnement », ça suffit largement parce que la phrase est courte et elle va à l'essentiel. Pour aller vraiment loin, vous avez les formations. Chacune des formations fait à peu près 60 heures de travail. En un mois, vous pourriez apprendre à passer votre diplôme officiel de Prompt Engineering certifié Google, automatiser une partie de vos tâches complexes avec les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle et gagner certainement 20, 30 ou plus en termes de temps sur le domaine de votre travail. Quand on commence à modéliser des tâches complexes, on délègue en quelques minutes, une demi-heure, à l'IA ce qu'on doit faire parfois en 8 heures, 16 heures ou 20 heures. C'est tout l'objectif des systèmes agentiques. Il donne une réponse très directe et très efficace. Mais parfois, vous avez peut-être envie qu'il apporte plus d'éléments. Et bien pour ça, il y a un paramètre à régler. Ce paramètre, c'est la verbosité. Pour ça, juste ici, si on regarde, explique-le. Hop là, arrêt sur image, et on va s'intéresser à cette histoire. Là, on a une écriture d'une ligne verbosity dans un autre format, écrit encore complètement différemment de ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport au reasoning effort. Alors la question c'est pourquoi c'est pas pareil ? Pourquoi cette fois-ci c'est dans une structure XML ? Pourquoi il y a un début de guillemets ici et pourquoi ensuite il y a un guillemet comme ça ? Comprenez, là on est en train d'inventer des trucs qui n'existent pas du tout, mais pas du tout dans la documentation et qui n'existent nulle part. Donc encore une fois, on va débunker des pratiques où vous avez des spécialistes qui sont certifiés par OpenAI, par les diplômes Google, je les ai passés aussi, aucune difficulté, ou par Microsoft. Mais est-ce que pour autant, ils vous disent quelque chose qui est vrai ? Donc ça s'appuie sur rien du tout et qui s'appuie encore une fois sur aucun élément sur lequel il n'y a pas de logique. On va encore montrer pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi ça n'existe même pas ce formatage-là. Il n'est même pas indispensable. De la même manière qu'on a parlé tout à l'heure du système reasoning, c'est la même chose pour le verbosity. Si demain vous voulez activer que le modèle parle de manière plus brève ou plus allongée, c'est de la Gen AI dans l'interface de discussion. Le modèle, vous lui dites soit concis ou développe de manière maximale, ça change complètement la réponse du modèle. Donc le simple fait de lui dire verbosity égale une valeur, on peut mettre les guillemets sans guillemets, c'est pareil, ça ne changera pas grand-chose. Ça permet au modèle de savoir qu'il va associer au mot une action et un comportement. Sur la génération, il n'y a pas besoin de formater en XML. Ce type-là, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle un format de sortie. Donc vous mettez une variable hashtag format de sortie en Markdown. Si vous voulez le faire en XML, faites-le en XML dans toutes les variables format de sortie et ça sera largement suffisant. Vous pouvez éventuellement y placer, si vous voulez, le mode de raisonnement. Ça ne sera pas un problème non plus. Le modèle aura compris qu'il faudra qu'il prenne plus de temps pour vous répondre. Encore une fois, basez-vous sur la documentation réelle et pas sur les discours qui semblent apporter un truc incroyable, stupéfiant, magique, sorti du chapeau et de nulle part par les influenceurs. Regardez officiellement la documentation, on trouvera aucunement la présence de ce type de conseil, mais je vais vous expliquer probablement d'où ça vient et d'où vient l'erreur. Pour activer les fonctions de raisonnement et arrêter d'aligner le modèle, c'est que le modèle vous dise toujours oui. Il faut activer dans le système, avec des phrases bien précises, son modèle d'agent critique. Et c'est ça que Gemini 3 a comme particularité, les fonctions de type, qu'on a dit, IDK. On va activer donc la capacité au modèle de analyser ce qu'on dit, de le critiquer et de pouvoir revenir dessus et de l'évaluer. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la structure déjà des prompts agentiques n'a rien à voir avec les structures des prompts qu'on a sur les réseaux sociaux. Même lorsqu'on prend des prompts de type raisonnement, ce qu'il faut arriver à distinguer, c'est que pour éviter d'halluciner les modèles, leur donner la seule phrase qui est réfléchie étape par étape, ce n'est pas un système suffisant. En prenant cette direction, on oublie que ce sont des modèles de probabilité. Si ces étapes sont erronées ou mal calculées, le modèle fera une génération biaisée. Ce qu'il faut faire impérativement, c'est travailler le processing de raisonnement du modèle pour cadrer les probabilités de génération. Les modèles aujourd'hui avancés ont une capacité de auto-analyse, et c'est ça aussi qu'il faut tirer comme mode de fonctionnement. Ce que nous dit Google avec Gemini 3, c'est qu'on peut lui définir un comportement cognitif, de faire des observations, de faire de la contradiction, de disposer de la révision de plan et de lui donner en fait des boucles itératives. Combien de fois il doit analyser ou tenter de corriger une problématique. Comment il doit interagir avec vous
Et ça, ce sont ce qu'on appelle des fonctions HITL. À ma connaissance, je suis le seul aujourd'hui à déployer ces méthodes de travail. Comment l'IA doit prendre le contrôle de la tâche et quand est-ce qu'elle doit vous consulter pour choisir la meilleure stratégie dans les choix qu'elle va faire. C'est ce que je vous apprends à faire dans la formation Prompt Engineering Excellence, comment on combine homme-machine pour faire que l'IA puisse déléguer en apprenant de notre méthode de travail et travailler réellement comme vous le feriez. Il faut donc définir des comportements de sécurité du modèle, définir la gestion des ambiguïtés, définir des protocoles de sortie de boucle, comment l'IA va faire en sorte de résoudre un problème et s'il n'y arrive pas, comment elle va le gérer. Donc tout ça, ce sont les éléments qui définissent le raisonnement agentique. On est donc très loin des prompts qu'on voit depuis 3 ans sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez de l'intelligence artificielle et que vous avez une question qui est simple, vous pouvez utiliser le format de texte classique, le modèle est suffisamment bon pour pouvoir vous répondre. Si vous avez besoin d'utiliser l'IA pour des questions un petit peu plus complexes, commencez à séparer en lui définissant votre question et le texte. Lorsque vous avez besoin d'apporter des exemples, sachez en mettre 2 ou 3 au maximum et utilisez des modèles avec des anti-modèles d'exemple. Ne changez surtout pas les valeurs de température. Aujourd'hui, une température inférieure ou supérieure à 1 entraîne des comportements inattendus et une dégradation des performances de Gemini 3, notamment sur les tâches de raisonnement mathématique et de raisonnement complexe. Si vous commencez à travailler sur des systèmes agentiques avec des raisonnements par étapes, basculez sur de l'XML ou du Markdown dans lequel vous pouvez intégrer des étapes de raisonnement définies. Ces étapes, surtout, ne pas utiliser des phrases toutes faites, tu as toutes les compétences, il faut prendre le temps de comprendre quelles sont les étapes que le modèle doit utiliser pour obtenir le format de sortie que vous souhaitez. Vous cadrez comme ça, en tant que vrai prompt engineer, les capacités du modèle. On va pas demain vous donner un poste à 25 000 € par mois parce que vous êtes un prompt ingénieur qui fait du copier-coller en disant à l'IA « tu es un spécialiste à tout faire ». L'IA, c'est pas magique, l'IA, c'est pas Jarvis. Il faut comprendre que si vous voulez développer vos compétences, il faut choisir la bonne formation et les bonnes méthodes. Et ça, c'est exactement ce que je vous propose de faire. Si vous voulez aller plus loin, comprendre les systèmes agentiques, vous avez en description toutes les informations. Et si vous voulez comprendre la structure du prompt agentique avancé avec les fonctions IDK, vous avez la fonction de formation Prompt Engineering Excellence en description. Si vous n'êtes pas abonné, je vous dis abonnez-vous, commentez, partagez, soutenez le contenu. Si ça vous plaît, je vous dis à bientôt.